Mais je voudrais commencer par vous remercier et remercier Muriel de m'avoir proposé d'intervenir ici. Je me rappelle, on avait déjeuné ensemble, Muriel, et Muriel m'avait confié le thème de cette rencontre, de ce rendez-vous, puisque c'est devenu véritablement un rendez-vous. Et je lui avais dit, mais le consentement, nous, économistes, on connaît. Et Muriel m'avait dit chiche. Et voilà, me voilà parmi vous, donc. Et c'est vrai que le consentement est au cœur de l'analyse des économistes. Alors, je vais commencer par quelque chose que vous connaissez bien, peut-être avant d'en venir au consentement à payer, encore qu'il s'agit aussi de payer. Vous le connaissez ne serait-ce qu'intuitivement. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, d'ailleurs, en parlant de cela, mais c'est le consentement à l'impôt. Alors, avec le consentement à l'impôt, je paye, bien entendu, mais en retour, je bénéficie, ou j'entends bénéficier, de biens publics, par exemple l'éclairage des rues, par exemple la sécurité, par exemple la défense nationale, pour reprendre ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est une forme d'échange, certes tout à fait désincarnée. Alors en principe, de même, mes impôts locaux servent par exemple à ce que ma ville soit propre, et puis si elle n'est pas tout à fait propre, je ne suis pas tout à fait contente, et j'aimerais bien payer un petit peu moins d'impôts. Il y a un économiste qui évoque cela, un économiste qui s'appelle Thielbout, il y a fort longtemps, qui évoquait cela en parlant du fait que l'on vote avec ses pieds, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, on n'est pas très heureux des biens publics et des biens communs dont on peut jouir, eh bien, on décide de déménager, toutes choses égales par ailleurs, et si on le peut. Alors donc voilà, il y a le consentement à l'impôt, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit Najat, le consentement à payer. Alors qu'est-ce que c'est que ce consentement à payer? C'est le prix maximum que nous sommes prêts à payer pour tel bien ou pour tel service. Alors les acheteurs, que nous sommes tous, bien entendu, ont des consentements à payer très différents en fonction de toute une masse de paramètres, depuis notre niveau évidemment de revenus, de diplômes, nos goûts, etc. Mais ce qui compte le plus, enfin ce qu'on évoque nous les économistes, c'est ce qu'on appelle le prix de référence, c'est-à-dire celui que nous avons en tête, dans le fond, quand nous regardons un objet ou quand nous voulons acheter quelque chose, un prix de référence que, à tort ou à raison, nous considérons comme le juste prix en fonction de la qualité et de la qualité que nous supposons avoir, que nous supposons retrouver lorsque nous allons acheter ce bien et en profiter. Donc nous prêtons à un bien ou un service une qualité, nous le convoitons et en fonction de nos finances, finalement, nous l'achetons. Derrière le consentement, il y a donc un contrat implicite sur l'adéquation entre le prix et la qualité attendue. Mais alors, manque de chance, il arrive que ce contrat soit léonin. Rappelez-vous, vous l'avez sans doute tous lu, le livre magnifique de Marguerite Duras, « Un barrage contre le Pacifique ». C'est la mer, M-E accent grave R-E, qui achète une concession. Elle s'entête à faire pousser ses plantations, mais l'océan inonde régulièrement le terrain, ces plantations, et donc, là, évidemment, les plantations ne poussent pas. Alors elle tente de construire d'improbables barrages et tout est à refaire. Alors on retrouve ce contrat de confiance que le général Puga évoquait tout à l'heure, et là, la confiance est trahie. On est loin alors de ce consentement à payer, de ce qu'il devrait nous permettre. Je paye, je jouis du bien ou du service que j'ai consenti à acheter. Et c'est le premier enseignement de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a des consentements qui ne sont pas consentis. Même les économistes savent ça. Adam Smith avait avancé un postulat dès 1776, un postulat qui avait marqué toute l'histoire de l'économie politique. L'échange volontaire est la source de la richesse des nations. Et l'un des piliers de cet échange est le prix. Mais l'échange apparemment volontaire n'est pas tout à fait librement consenti. Bon, enfin, il arrive que ça marche, que l'on consente et que, si je puis dire, il y ait une espèce d'équilibre qui se forme entre l'offre, c'est-à-dire le bien que l'on convoite, et la demande. Et cela grâce au prix. C'est ce que les économistes appellent l'équilibre et ils sont très heureux avec ça. Seulement là aussi, la belle machine peut s'enrayer et cela de deux manières. Alors écoutez-moi bien, mais je vais les reprendre. La première, on ne me demande rien, mais je paye quand même. Ça peut sembler bizarre. Et la deuxième, je ne paye pas, mais j'obtiens quand même. Alors commençons par la première. On ne me demande rien, mais je paye quand même. Alors,
peut-être êtes-vous étonnés. Alors, certains d'entre vous ont-ils, attendez, je mets mes lunettes, visité le British Museum? Non. J'en reviens pas. Allez-y. Hein. Bon, alors, je vous le dis, c'est gratuit en plus. Voilà. Alors, pour ceux qui y sont allés et qui n'ont pas levé le doigt, ou pour ceux qui iront, sachez que juste dans le hall, à côté de la billetterie où vous achetez en quelque sorte vos billets gratuits, il y a une grande urne transparente. Et dans cette urne transparente, il vous est demandé de glisser un petit billet. C'est-à-dire, c'est exactement ça le consentement payé. C'est-à-dire, c'est une manière de vous faire révéler votre consentement payé. On vous offre l'entrée, mais dans le fond, si vous êtes heureux d'entrer, etc., ben, vous donnez quand même quelque chose. Donc voilà, ça c'est une première manière de répondre à la question. On ne me demande rien, mais je paye quand même. Alors ma deuxième proposition, c'était je ne paye pas, mais j'obtiens quand même. Et alors là, il y a plein d'exemples. Ça peut sembler paradoxal, mais en fait, dès qu'on y réfléchit, il y a plein d'exemples. Alors, ça revient à dire, je profite de ce qui est gratuit. Alors, les économistes disent no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. On prête d'ailleurs cette formule à Milton Friedman, qui a eu le prix Nobel en 1976, je crois. Je pense que c'est une citation apocryphe, mais enfin, peu importe, no free lunch. Alors, cette impossibilité de la véritable gratuité va se décliner de toutes sortes de manières. La première, eh ben alors on va passer au Louvre. Là, je ne vous demande pas si vous avez visité le Louvre, hein, parce que quand même, ce serait la honte si vous ne leviez pas le doigt. Alors, je visite le Louvre, je vous le signale, un dimanche gratuit par mois. En réalité, il y a 35% des visiteurs du Louvre qui ne payent pas, qui entrent gratuitement. Alors, il faut que le manque à gagner soit compensé, puisque no free lunch. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une subvention du ministère de la Culture, c'est-à-dire, je reviens à vos impôts de tout à l'heure. La deuxième possibilité, c'est une hausse des tarifs acquittés par ceux qui payent. Autrement dit, on va dire qu'il y a un public qui subventionne l'autre. Et puis, une autre possibilité, c'est la vente de produits dérivés, etc. Donc, il y a des possibilités de faire en sorte que les gens ne payent pas, mais obtiennent gratuitement ce service qui est de visiter le Louvre. Deuxième exemple, je lis des livres libres de droit sur un site de livres numériques. Là aussi, je ne paye pas puisqu'ils sont libres de droit. Et je révèle là ma préférence pour la gratuité, une fois de plus. Mais en réalité, j'en paye un prix. Quel est ce prix? Eh bien, je réduis la palette de mes choix. Alors, vous me direz, c'est pas mal de lire plutôt Victor Hugo que certains auteurs que je ne mentionnerai pas et qui sont plus récents. Mais enfin, quand même, ça limite. Il y a des tas d'auteurs magnifiques qui, eux, sont encore sous droit. Un livre est sous droit jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Hein, donc, on a quand même du temps. Troisième cas, comme ça, où vous avez une situation où vous ne payez pas, mais vous obtenez quand même quelque chose, c'est ChatGPT. ChatGPT se nourrit de milliards de données, de textes écrits par d'autres, d'images produites par d'autres, etc. Et l'intelligence artificielle utilise tous ces contenus sans payer, et sans avoir contribué à les financer. C'est à partir de ces contenus qu'elle va répondre à la question que vous posez. Alors, c'est la parabole bien connue chez les économistes du passager clandestin, peut-être certains d'entre vous la connaissent, sous une forme un petit peu plus frustre, qui consiste à prendre l'autobus sans payer. Alors, c'est le procès qui a été intenté par l'agence Getty Images, qui possède 12 millions d'images et qui intente un procès, alors non pas à ChatGPT, mais à Stability AI, pour avoir utilisé ces données ainsi sans contribuer à rémunérer les auteurs des images. Et Getty a décidé de créer sa propre agence d'intelligence artificielle. Enfin, dernier exemple de « je ne paye pas, mais j'obtiens quand même », je pirate. Alors c'est ainsi que Napster, site de piratage bien connu des plus vieux d'entre nous, parce que ça date quand même un petit peu, avait quasiment ruiné l'industrie musicale qui avait perdu la moitié de son chiffre d'affaires en quelques années, lorsque on a commencé à découvrir la musique gratuite sur Internet. Alors, comment a été sauvée l'industrie musicale? Car je vous rassure, elle se porte bien. Eh bien, entre autres choses, par le streaming qui peut être gratuit
À ce moment-là, vous êtes envahi de publicité ou payant par abonnement, et c'est toute la palette des plateformes que vous connaissez, qu'il s'agisse de séries, Netflix, Amazon Prime Video, etc., de musique, Spotify et Deezer, d'abonnements numériques à des journaux, et j'en passe. Alors, les Français, donc vous et moi, nous avons 3,1 souscriptions en moyenne d'abonnements à des plateformes culturelles. Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans, et c'est très intéressant à regarder. En 2023, ce qu'on dépense en moyenne pour des abonnements culturels en ligne, c'est une étude de Breakpoint, atteint 42 €. C'est pas mal quand même, hein. Mais les mêmes ménages qui sont interviewés disent « Moi, je ne souhaite n'y consacrer que 27 € par mois. » 27 versus 42. Hein. C'est le plafond déclaré. Alors, à les comprendre, il y a plein d'hypothèses possibles. L'attrait de l'abonnement, alors on s'abonne parce que, voilà, on a un coup de cœur. Les coûts de sortie des abonnements, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est souvent un enfer. Et les effets, donc, d'inertie. Et cela me conduit au deuxième enseignement de ce que je voulais vous dire ce matin. Le consentement est aussi affaire d'inertie, de force de l'identique. Ce qui était, continue à être, et cela presque naturellement, sans s'en rendre compte. Et finalement, la question de la sensibilité au prix renvoie à plein d'autres disciplines, notamment celles que, pour beaucoup d'entre vous, vous exercez, des questions de sciences cognitives, de psychologie, de sociologie, etc. Et l'économiste est obligé de sortir de sa zone de confort. Ça le force à embrasser d'autres corpus théoriques. Par exemple, il faut lire Veblen, sociologue, pour admettre que le consentement à payer peut augmenter avec le prix. Là aussi, ça peut sembler paradoxal. Plus c'est cher, plus je suis heureux. Alors, il y a une industrie qui connaît bien ça, c'est l'industrie du luxe. Et quand on ne peut pas se payer le sac, je n'ose pas prononcer le nom, LV, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est son avatar qui l'achète dans le métaverse, et ça se fait beaucoup. C'est quand même assez fascinant. Alors, j'en viens donc à ma conclusion. Il y a donc, comme on vient de le voir, les cas où on se plaît à payer très cher, et ceux où on nous impose de payer autrement que par l'argent, de nous départir, notamment, par exemple, de nos données personnelles, faute de payer le prix, j'ose pas dire le vrai prix. Donc un prix sans argent à débourser, mais au prix de nos données, de la délégation à une plateforme, de préjugés de ce que l'on aime. Tel est le prix fort de ce qui peut sembler gratuit, et j'en viens au troisième enseignement, si je puis dire, de ce que je voulais vous dire. La gratuité coûte cher. Et donc, en résumé et en conclusion, je reprends mes 3 enseignements, si je puis dire, de l'économiste, enfin mes 3 messages plutôt. Premièrement, il y a des consentements qui ne sont pas consentis. Deuxièmement, le consentement est aussi affaire d'inertie, de force de l'identique, de force de ce qui est passé et de ce qui continue d'être. Et troisièmement, la gratuité, in fine, nous coûte à tous très cher. Je vous remercie.